Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 13013 le live. Vous nous écoutez sur United Radio fréquence 97.6 et vous nous voyez, vous allez voir des beaux visages sur le Twitch 13013. Autour de la table, il y a de la qualité, il y a du style vestimentaire. Voilà, ils ont mis le paquet aujourd'hui. On va attendre, ne les montre pas s'il te plaît, Samantha à la réalisation. On prend le temps de les montrer. Juste avant, on va égrener les parties de l'émission. Donc pour le sommaire, le gros débat, partie numéro 1, l'OM tâtonne. Est-ce la faute de Roberto De Zerbi ou des joueurs tout simplement? Les chroniqueurs nous donneront leur avis pendant la première partie. Partie numéro 2, l'instant vérité. Notre ami, je dis pas son nom, je dis rien, mais en tout cas il y a une vérité qui va tourner autour de Pierre-Emerick Aubameyang. Va-t-il, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu me parles à moi ou pas? Tu ne me fais jamais des grands signes. Partie numéro 2, Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il revenir en forme face à l'Atalanta? Un chroniqueur croit en lui et pense qu'il va faire un gros match ce mercredi en Ligue des Champions. Partie numéro 3, l'interview de l'invité. Vous avez l'habitude et on vous dira qui sera avec nous aujourd'hui. Et la partie numéro 4, droit au but. Victoire obligatoire face à l'Atalanta. Je vais arriver à le dire d'ici la fin de l'émission. Hein. Je vais essayer de placer le nom de l'équipe. Donc ça sera la partie numéro 4. L'OM a l'obligation de prendre des points après la victoire lors de la deuxième journée de Ligue des Champions face à l'Ajax. Mais une victoire bien esselée entre deux défaites au Real Madrid et au Sporting. La chronique qui va arriver juste avant le jeu de fin d'émission. On vous parlera d'Andoum, la renaissance de ce club qui a fêté ses 100 ans. Mais le chroniqueur va nous parler de ça. Bon, justement, on va faire un tour de table. C'est parti pour cette troisième émission. On va commencer. Est-ce qu'on entend toujours le jingle, Nassem? Oui, on n'entend pas, moi. Il faut que je mette des écouteurs. Je vais mettre des écouteurs. Ouais, ça m'ambiance bien là. C'est bien. On va commencer avec Belmel Karbadji. Je commence avec toi. Casquette militaire, t'es en mission là. Ah ouais. Rapproche-toi du micro, Beka. Mission 3 points en C1. La dernière fois, c'était pas important. Là, cette fois-ci, là, il est faux. Oh, Beka, en ce moment, à chaque fois que je lui envoie des messages, j'entends des bruits de perceuse, des bruits de bus, de camions. On va revenir, on va faire un tour. Après, on va revenir à la vie de Beka, mais il a une vie de fou en ce moment. On continue le tour de table avec Chérif Bouchiki. Je ne sais pas présenter. Beka, toi, t'étais dirigeant au club de l'Olympique de Marseille. T'as sillonné la région. T'as bourlingué, comme on dit, au football. T'as joué à Saint-Rémy-Provence, Val-Durance. Un parcours Salon, riche. comme toi. Salon, FC Salon. Ouais. Moi, t'es C'est Salon pas encore Bel Air. Bel Air, non. Moi, j'ai fait Ça n'avait pas fusionné. Mais j'ai joué à Bel Air aussi. T'as tout fait, toi. T'as tout fait. Chérif Bouchiki, qui est, on peut le dire, directeur de la préformation au club du Burel FC. Chérif, bon, toi aussi, tu regardes une soixantaine de matchs par heure. On essaye. Chérif, belle chemise, belle veste. Ouais, je savais que j'allais me lancer dessus en origine. Écoute, ravi d'être là, même si c'est pour me faire tailler direct. C'est quoi? C'est des carreaux? C'est quoi? Ça va, il revient d'Écosse, tranquille. C'est vrai, il a fait ses vacances en Écosse, il confond tout. Depuis, il vient. L'autre fois, ça ou le kilt. L'autre fois, il a fait l'émission bonnet, t-shirt, genre dégaine un peu de McGregor. Parce qu'il n'avait pas encore coupé. Ah, c'est fou. Et on continue le tour de table, on fait comme ça, on revient, on va à droite, à gauche avec Idriss Amada qui va nous faire une chronique. Je t'ai spoilé la chronique, pardon Idriss. Comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? On est là, en forme. On est là pour l'émission. Ah, Idriss, il a mis une chemise. Je savais ça allait être mon tour. On dirait les mecs qui tapent à ta porte, qui te disent, qui te vendent. J'ai passé tout le week-end en survette, là, début de semaine. Je me suis dit, allez, on va reprendre le rythme un peu, on va se rhabiller un peu normalement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de détacher un bouton d'ici la connexion? Tu as peur qu'il y en ait une qui parte en projectile? Sur Fabien, après il dit je reviens plus. Justement, l'invité de ce soir, Fabien Laurenti, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui commentateur pour, on dit la radio ici, on est sportif, on dit les radios, on dit les concurrents, pour la radio ici Provence. Oui. Tu commentes les matchs de l'Olympique de Marseille. Bon, tu suis l'actualité, t'es bien. C'est ça, salut Nordine, bonsoir à tous, ravi d'être là, merci de m'accueillir. Et ouais, c'est ça, je suis l'Olympique de Marseille. Sur Ici Provence. Et tu vas être avec nous pour cette émission, tu vas commenter. Avec grand plaisir. Bon, déjà, est-ce que le plateau te plaît physiquement? Nous, on juge les physiques avant de juger les C'est magnifique. Vestimentaire et physiquement, c'est le top. On a de tout. On a du militaire, on a du... Du noir. C'est du noir, hein. Du cintré. Ah ouais, t'as deux doigts de dire du serveur. Va piano, là, tu fais un suicide. Va piano un week-end, gros.
Les gars, s'il vous plaît. À la base, nous sommes bien une émission foot, je tiens à le rappeler. Même si là, on a viré un peu tendance Cristina Cordula, mais on reste une émission foot à la base. Cristina Cordula te voit. Aïe, aïe, mon chéri. Elle te reprend direct. Ah là, le noir sur ton noir, ça va pas direct. Elle te démonte, Titrice, t'es fou. Bon, tu reviens avec nous après pour la partie numéro 4. C'est quoi ta chronique? Puis on n'a pas parlé de tout sauf football dans cette intro. Alors, ma chronique va être sur un club historique ici à Marseille qui a fêté récemment ses 100 ans. Ça va être sur l'US Andoum. On se moque beaucoup d'Idriss, c'est un passionné de football amateur qui suit les matchs régionaux, départementaux pour la Provence. Départ tous les week-ends. C'est ça. Entre 2 matchs de Manchester United, entre 2 défaites à Burnley, à Southampton, tu suis l'UG Ardive et Montredon Bonneveine. C'est voilà ça, la semaine dernière j'étais à Old Trafford, hier j'étais à Bonneveine. Voilà, c'est... Terrades. Au stade Terrade, ouais. Terrades ou Terrade on dit? Je crois que c'est Terrade, ouais. C'est moche Terrade. Je sais pas. Dites-nous, ceux qui connaissent un peu Bonneveine. Respect à monsieur Terrade et pardon à la famille Terrade. Hein. Terrades, non? On a toujours dit Terrades. Ouais, je sais pas, j'ai toujours dit Terrade, moi. Trop dur ce terrain, j'ai jamais gagné là-bas. Je pensais qu'on avait parlé de tactique demi-espace, on pourrait parler de Terrades. Fabien, il a déjà un pied d'eau en vrai. Fabien il a envoyé un message à la maison, il a dit je vais rentrer dans 10 minutes les gars. Finalement je mange là. Fabien, tu connais Fabien l'ambiance. Mais bien sûr, j'adore ça. T'aimes bien l'ambiance de vestiaire comme ça? Exactement. Quel vestiaire t'as vécu la plus belle ambiance? Vas-y, de ta carrière, un vestiaire qui t'a marqué, des gens qui t'ont marqué, des anecdotes un peu... J'en ai connu des fous, parce que c'est des fous en fait. Il y a des joueurs qui étaient un peu spéciaux, qui adoraient faire les cons, rire, voilà. Mais sincèrement, dans Pascal Johansen à l'OM. Ah ouais? Ah ouais. Conneries sur conneries. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il disait des conneries, il arrêtait pas de brancher tout le monde. Ceux qui s'habillaient mal, ils y avaient droit aussi. Donc il arrivait toujours à sortir des conneries avant les matchs aussi. Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment joyeux, des connards. Mais j'en ai connu un petit peu de partout. Dans chaque club, il y en a en général, il y en a toujours un ou deux. Et toi, t'étais comment? Moi, j'étais un petit peu le suiveur, on va dire. Je déclenchais pas, mais dès que ça partait après, j'étais là. C'est le meilleur, on se souvient jamais de toi. Exactement. T'as joué avec Lamine Sako? Oui, bien sûr. Moi, bien sûr. Lamine, c'est quelque chose. Oui, Lamine aussi, c'est quelque chose. Il restait d'ailleurs c'était le compagnon de chambre de monsieur Johansen. Donc les deux ensemble, Lamine Sako, c'est quelque chose. Ah ouais? Beau chambreur. J'ai fait une tournoi avec lui, avec l'OM à Andorre. Ah ouais, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Ah oui, il aimait bien, il aime bien l'ambiance quoi. Voilà. Il est fêtard. Hein. Ouais. Bon, on parle football un peu. Allez, on va lancer la première partie juste avant Nassem. Tu as appuyé ou pas Nassem? Il n'a pas appuyé, il est tellement réactif. Avant de parler de la première partie, on va lancer les résultats du week-end à l'Olympique de Marseille. Vous avez l'habitude maintenant en début d'émission, donc on va faire court. Les U17 et U19 ont eu match reporté, donc on va attaquer avec la victoire de la Nationale 3 face à Cessigné. Victoire 1-0 et but 2. Tu l'as ou pas? Nil Mopé sur penalty. Il a joué la totalité du match avec la réserve. Idriss, tu me dis si je me trompe. Ensuite, Olympique de Marseille en féminine face à Strasbourg, 0-0 des joueuses de Corinne Diacre, engluées dans la 10e place du classement. Et la victoire donc de l'Olympique de Marseille 1-0 face à Auxerre. Et ce sera le thème de la première partie. Partie 1, le gros débat 13-0-13 le live. C'est parti pour ce premier volet de l'émission. Victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille avec ce but. On en reparlera d'Angel Gomez à la 30e minute de jeu. Ça rigole déjà du but. L'OM tâtonne. La faute des joueurs ou de Roberto De Zerbi. Un petit tour de table. Je vais commencer par toi, Chérif. Petit tour de table et après on reviendra en profondeur sur ce match. Cette victoire difficile des joueurs de l'OM. Victoire très, très difficile mais très importante aussi. Est-ce que c'est la faute de Zerbi, des joueurs? C'est toujours, je pense qu'un entraîneur il est toujours dépendant aussi de ses joueurs, de ce qu'ils font sur le terrain. Si ils performent, on va dire que l'entraîneur a été top, vice versa. Même si ça retombe souvent sur l'entraîneur. Là pour le coup, je pense que c'est surtout le choix un peu des joueurs et de la compo qui incombe à De Zerbi et qui est responsable du coup de la partition justement qu'on a été assez inoffensif dans ce match. Toi Fabien? Je dirais un peu des deux, effectivement. C'est vrai que le coach est responsable forcément de la compo d'équipe. Donc après, les joueurs aussi ils sont sur le terrain, ils savent ce qu'il faut faire. Donc à un certain moment, moi ça me gonfle quand chaque fois on dit c'est que le coach. Donc moi je dirais un peu des deux. Et puis surtout, il a dû faire des choix par rapport à des joueurs qui ont un petit peu trop joué aussi. Notamment on pense à
Pachao et à Greenwood. Donc quand on analyse un petit peu la compo d'équipe de départ et les joueurs qui étaient absents, c'est-à-dire avec les 2 qui étaient sur le banc plus les blessés, bon, ça n'excuse pas tout, mais ça peut expliquer certaines choses. Toi, Becca, t'es entre deux ou t'es un peu plus comme Chérif qui pointe la responsabilité de l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille? Non, compliqué, on va dire que c'est partagé. Tu ne peux pas occulter les nombreux absents qu'il y a. Quand tu joues contre le PSG, tout le monde insiste sur le fait qu'il manque 4 titulaires en puissance. Là, en gros, il t'en manque 7. Entre les choix, comme tu disais, Fabien, des joueurs qui ont besoin un peu de souffler, de se reposer, et les blessés, parce qu'il y a des blessures en cascade quand même. Il manque énormément de joueurs, donc c'est quand même assez compliqué de faire un 11 de départ. Je pense qu'il a fait en fonction de l'adversaire aussi, sans vouloir manquer de respect à Auxerre, qui sont très mal classés sur une série négative. Donc, ouais. Est-ce qu'on ne peut pas proposer mieux quand même face à Auxerre, non, même s'il te manque des joueurs bien entendu. Surtout sur ce côté-là. Bien sûr, les absents, c'est vrai que ça y fait. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas l'occulter, c'est tout. Juste, on va justement voir à quel point cette victoire a soulagé les Marseillais. On l'a pas? Dis-moi si on l'a, dites-moi. Prévenez-moi quand c'est comme ça que j'anticipe. On l'a pas? Vous me dites quand on la remettra. On a vu les joueurs de la célébration sur le terrain, justement. Des joueurs marseillais, même Mehdi Benatia sur le terrain. C'est une victoire chez le 17e. On a senti de la libération. Bon, on va revenir sur ce côté-là. Donc, toi, Chérif, je sens que tu pointes la responsabilité de l'entraîneur. Clairement, pour moi, la compo, c'est un peu jeté en l'air. Parce que sur le match, au final, tu produis rien. Tu n'as aucun joueur de déséquilibre dans l'équipe. Tu mets 2 attaquants, mais tu ne vas jamais les chercher au final dans le match. Tu as essayé une fois, Aubameyang, il a failli marquer. Mais au final, je me dis, c'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent parce que quand je vois la compo, je me dis, bon, on va partir sur du jeu direct. Entre guillemets, il va se renier un peu sur ce match-là, sur ses concepts un peu tactiques. Et au final, même pas. C'est un truc entre deux que je trouve pas très cohérent. Mais surtout la compo. Moi, je pense que Pélissier, toute la semaine, il a préparé le match en regardant la première mi-temps de Sporting, de Lens, en se disant bon, on va défendre dur. Sur dans les vestiaires, les mots solidarité, souffrance, il devait marquer faire le dos rond. Quand il a reçu la compo à 20h, je pense que sur le tableau blanc, il y a les joueurs je pense qu'il a monté les joueurs de 15 mètres, qu'il a dit bon les gars, on va aller chercher haut. Non mais sérieux, quand tu vois la compo, tu te dis les gars, le danger il va venir d'où? À part devant. Non mais c'est vrai qu'on dit que les joueurs sont sur le terrain, mais après factuellement il y a Murillo qui joue à droite et qui fait de belles différences, mais on sait très bien que Luis Garcia c'est parfois compliqué, et pour le coup les 3 de derrière c'est vraiment il y a même pas un qui est parti s'incorporer au milieu de terrain, donc au milieu de terrain tu avais 3 joueurs en sous-effectif, je sais pas comment vous le... Tu ressens de la peur quand même. Sur les derniers matchs, tu ressens énormément d'appréhension, de peur. Je ne sais pas s'ils ont peur de se blesser ou peur du résultat. Mais les compos de Zerbi qui semblent un peu frileuses, la peur elle est transmissible, elle est contagieuse et ça se ressent dans l'attitude des joueurs. Ça ne prend pas de risque, c'est le minimum syndical. Fabien ? Ouais, moi c'est plus dans le schéma de jeu en fait qu'a voulu mettre en place de Zerbi que j'ai pas trop compris, parce qu'en plus c'était le 3e schéma différent en 3 matchs, donc ça aussi c'est, je trouve un petit peu problématique pour travailler les automatismes, mais bon, qu'on ait 2 schémas préférentiels, ok, mais là c'était un 3e, et c'est vrai que l'animation de l'OM en général c'est avec Greenwood et les côtés, et là en l'occurrence on espérait que Garcia et Murillo prennent ce rôle-là, de venir jouer sur les côtés pour alimenter notamment Vaz et Aubame. Et en l'occurrence, on n'a rien vu, mis à part le but où Murillo fait la meilleure chose du match techniquement. Mais, 0 occasion. On a 0 occasion. Donovan Léon n'a rien à faire du match. Il a juste une sortie où il se rate et ça crée un but. Mais sinon, il n'a rien à faire. Donc après, moi, c'est plus là, dans ce schéma de jeu, où j'ai pas compris en fait, vraiment. On va justement revoir cette célébration dont je vous parlais des Olympiens, du staff olympien sur la pelouse de l'Abbé Deschamps à la fin du match. Bien joué. Ouais, c'est ça, putain. Ah, bravo, vamos.
Bon les gars, quand on voit cette vidéo là mise par la com du club, c'est bien, attention, moi je juge jamais, comme je dis toujours, tu gagnes où tu veux, même face à une nationale, tu célèbres, t'as la joie de gagner, c'est ça la vie d'un groupe. Et justement, est-ce qu'on sent pas que la peur, justement, on a senti de la peur et là de la libération de tout le staff, Fabien? Ouais, clairement, je pense qu'on a la peur de tomber dans une crise qui peut faire encore très très mal. On sent qu'on n'est pas loin du précipice parce que, peut-être pas en termes de jeu, que ce soit sur le Sporting ou Lens, parce que l'OM, on ne peut pas dire qu'il fasse vraiment un mauvais match, mais tu perds 2 fois. Là, tu crées rien en termes de jeu, mais tu prends 3 points. Donc je pense qu'il y a eu vraiment ce soulagement aussi au niveau comptable, parce que face à Angers, ils ont commencé à avoir un petit peu les oreilles qui sifflent, parce que sur certains moments, il est descendu des virages quelques sifflets. Donc je pense qu'il y a vraiment eu ce côté de soulagement de ne pas rentrer dans une crise avant un mois de novembre qui va être vraiment crucial. Voilà, toi tu parlais justement d'animation, t'as l'impression qu'il a changé. Est-ce que c'est dû au fait de la blessure peut-être de Naïef Aguerd, c'est là qu'il s'est dit bon c'est un peu plus compliqué, je vais changer, ou c'est une gamberge qu'il avait avant le match pour toi de jouer je pense comme il dit... Et quoi, il a voulu bétonner là au cerf? Non, c'est un peu bétonné, mais de se dire on va faire la à l'extrême, mais il voulait faire quoi? Franchement, c'est ce que je comprends pas, parce que au final, le jeu de De Zerbi, c'est toujours pour... les clubs où il est passé, il a toujours mis en avant certains joueurs offensifs. Tu prends Sassuolo, il y avait Berardi, il y avait qui est encore Boga, il y avait toujours un peu des joueurs offensifs, même si forcément c'est un collectif, il y avait toujours des joueurs offensifs qui brillaient un peu. À Brighton, tu as Joao Pedro, il y a toujours un joueur ici, c'est Greenwood, Pekchao à gauche, mais là tu crées pourquoi? En fait c'est ça le truc, c'est tu veux attirer pour jouer où? Au final, il n'y avait aucune profondeur recherchée, parce que même Auxerre au final, ils commencent à monter d'un cran. Au début ils sont un peu plus bas, ils sont en médian bas, ils commencent à monter un peu à chaque fois, et ils sont limite à 1 pour 1 derrière presque, donc Vaz, Aubameyang. Pour moi c'est surtout dans ça que je le reproche, c'est qu'est-ce qu'ils voulaient faire, je sais pas. Les 18 premières minutes d'Auxerre, je dis 18 exprès parce qu'après tu as eu une espèce de situation. Mais quand j'ai l'impression que tu vois le match de ta télé, tu sais pas qui est 17ème, sans abuser, tu sais pas qui est 17ème et qui est 2ème de Ligue 1. J'abuse ou pas, Péka? Non, pas du tout. Tu peux me dire, oui, t'abuses, t'es fou, mais... Non, pas du tout, mais après c'est dans le foulée de ce qui s'est passé contre Angers quand même. On va pas dire, mini crise de résultat quand même. Bétonné, comme tu disais tout à l'heure, je pense pas, mais... sur le dernier match, tu prends quand même 6 buts, alors que jusqu'à présent, mis à part le début de saison catastrophique où il n'y a pas tout le monde, là, sur le dernier match, je prends 6 buts, mais avant ça, je crois que j'en prends 5 ou 6, pas plus. Alors, on joue la plus mauvaise attaque de Ligue 1. Ils ont 7 buts marqués depuis le début. Ouais, justement, mais après, je pense que l'aspect clean sheet devait être important, tu vois, de garder le but inviolé, retrouver un peu de solidité, même si c'est au CR en face, tu vois. Après Rouli fait un sacré match aussi, donc même si c'est la dernière attaque ou ce qu'on veut, les occasions elles ont été là parce que Rouli il a été homme du match, il me semble. Il marque hors jeu et Zanon quand même. Il y a pas mal de situations. La dernière de Signaruko, celle qui a 2 temps, tu l'as vu, celle qui fait à 2 temps? Celle du hors-jeu aussi, Nordin. Énervé celle-là. À un moment il y a hors-jeu mais qui est très limite, mais d'habitude on les perd pas ces duels. Il y a un duel aérien, l'autre il y va. Mais on sent la peur. On va voir justement les stats s'afficher, justement vous parlez de stats, pour voir à quel point c'était assez compliqué comme prestation. On va commencer par les XG, les fameuses expected goals, on le dit, on le répète, c'est les buts attendus en fonction des situations de jeu. En gros, plus le taux est fort et plus l'OM aurait dû mettre, ou l'Auxerre aurait dû mettre tant de buts. Donc là, les expected goals, c'est 1,17 pour la Auxerre et 0,51 pour l'OM. Ça veut dire que 1-0 avec rien. Bon, ça peut être une force aussi. La possession de balle, 51 OM, 49 Auxerre. Après, il y a eu le rouge de Luis Garcia en seconde période je pense qu'il a aussi rééquilibré. Parce que l'OM a 70 de possession dans son camp, certes, mais à la possession en première période. Après, sur les tirs, Auxerre est devant en 9 tirs. Vous les voyez s'afficher. Tirs cadrés, 4 Auxerre. L'OM 6 tirs, 2 seulement cadrés. Une seule grosse occasion parce qu'il compte le but, c'est normal. Et 3 corners partout. Donc voilà. Au niveau des stats, et juste je vais rebondir sur une déclaration d'Amir Morio. Vous parlez de match compliqué à Angers, il en parle justement, il dit à la fin de ce match face à Auxerre, je crois que contre Angers ce fut un mauvais match, un très mauvais match, un mauvais moment pour la majorité, et puis aujourd'hui plus serein, c'est ce qu'il dit aujourd'hui face à Auxerre. Nous avons pu obtenir la victoire, nous avons eu un carton rouge, nous n'avons pas su faire le jeu que nous faisons d'habitude, mais il est toujours mieux d'analyser les matchs après une victoire. Il dit quand même aujourd'hui on a été plus serein.
Est-ce que vous avez senti une équipe plus sereine que face à Angers, Fabien? Pas forcément, non, pas forcément. Plus serein, ouais, peut-être le premier quart d'heure, mais après ça a été très très compliqué. J'ai pas senti de la sérénité, au contraire, j'ai senti une équipe qui panique, une équipe qui était sans manque d'idées de jeu, une équipe qui savait pas trop où elle allait et surtout même au second ballon, dans les duels, on s'est fait bouger. Et c'est vrai que d'habitude, c'est là où on gère un peu plus. Donc non. Après, là où je pense qu'il a raison, c'est que des matchs comme ça, l'année dernière, je pense qu'on les aurait perdus, ces matchs-là. Mais là, je pense qu'un match comme ça peut faire du bien aux têtes. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où on n'est pas forcément bien, on n'a plus le jeu qu'on avait. Et il suffit d'un match comme ça où on n'est pas bon, mais on gagne quand même pour des fois repartir et rebasculer sur le comme ça. C'est comme ça. Honnêtement, le foot, c'est comme ça. Tu joues Lens, tu mérites mieux. Sur la première mi-temps notamment. Sporting, la première mi-temps, elle est bonne. Il y a des matchs où on perd des points et on fait le jeu, le contenu est bon. Et là, c'est vrai que, comme il dit Fabien, on arrive à un moment où vraiment on avait besoin de ces 3 points là. Donc ça c'est l'aspect le plus important, c'est ça, qu'il fallait les 3 points parce que sinon vraiment tu rentrais dans une crise. Parce que là, faut dire la vérité, si on arrive ici en plateau, que l'OM ils n'ont pas pris les 3 points, mais que le contenu il a été bon, on les a fait tourner pendant tout le match, on va dire... ça aurait été pire. Ça aurait été pire. Les 3 points c'était le plus important quand même. Les gars, justement, il y a un commentaire sur Twitter, me dit-on, qui dit « On t'attend de quoi ?» On a fait une super période en enchaînant les victoires, là on vient de faire une victoire, un nul et une défaite avec 8 absents, il n'y a rien d'affolant, juste il faut patienter. C'est Seb qui nous dit ça sur Twitter. Est-ce qu'on est trop exigeant envers l'OM, BK, et les prestations de Roberto De Zerbi, parce qu'on sait qu'il amène une patte qui est plutôt offensive, et est-ce qu'on est trop exigeant avec ce que peut amener l'entraîneur italien ou non? Est-ce que tu es d'accord avec le commentaire Twitter de Seb? Ça va un peu dans mon sens, parce que j'ai parlé des absents, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas l'occulter. Ensuite... Non, t'es obligé quand même d'avoir un minimum d'ambition. Tu es quand même en haut du tableau. Tu déclares ouvertement vouloir te qualifier pour la seconde phase de Ligue des Champions. Tu peux pas te permettre de lâcher des points en route. Alors oui, la manière, cette fois-ci, on s'en foutait un peu. C'est un peu ce qu'on dit. Là. Même un vieux pointu, mais en gros, de toute façon, c'est un vieux pointu ce qu'il a mis. Oui. Angel Gomez. Mais non, elle retombe, il veut enchaîner du droit et ça tape tibia gauche. Il fait geste, ceux qui me voient à la radio, je vous explique, debout, et je vous montre en vidéo. Donc il se lève, là c'est ses pieds, il fait... Le ballon tombe, donc ça fait pied droit, il va enchaîner, bam, ça tombe sur son tibia gauche, et là... écoute, on prend un vieux but comme ça, là, en l'occurrence, par rapport au dernier résultat, on prend, et oui, tu es forcément ambitieux. On attend quand même le retour de certains blessés. Alors il y en a pour qui ça dure plus longtemps que prévu, je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau de la cellule, mais je sais pas, des fois on nous annonce un ongle incarné, et le mec on le voit plus pendant 3 mois. Donc, c'est vrai que là, Ahmed Junior Traoré, tu dois faire référence à lui. Même Kondogbia, tu te dis peut-être que cette année, Kondogbia, ça va être le facteur X au milieu, celui qui peut t'amener un peu d'impact. Il fait une grosse mi-temps contre le Real, et depuis il a disparu, il sort des sons, il fait des showcases. Après, tu fais bien de parler de ça, je trouve que dans ça, même si on a un effectif assez large, qu'on était assez content du mercato, on voit qu'il y a certaines limites aussi. Bien sûr. Tu vois, il y a des profils qui manquent, il y a au milieu de terrain, Fabien, là, lui il parle que sur ce match. Moi je trouve quand même que même sur les autres matchs, sur les deuxièmes ballons, on a du mal, ou du moins sur les transitions, à défendre dans les grands espaces. On n'a pas ce milieu qui vient gagner, tu sais, ces duels importants là, sur une attaque adverse. Et on sait que 90% des équipes de Ligue 1, ça va être le style de jeu contre nous, qui vont nous attendre. Et je trouve que ça manque. Kondogbia sur ça. Ça manque d'impact. Ça manque d'impact. De joueur qui va sortir gagnant. Fabien, je dis ancien joueur de l'OM, tu as 200 matchs professionnels. Chérif parle beaucoup de cet aspect physique en Ligue 1 qui n'a pas spécialement changé, voire c'est encore plus physique qu'il y a quelques années. Est-ce que c'est important ce que dit Chérif d'avoir un joueur qui, comme Danois du côté d'Auxerre, qui casse, qui coupe ses relances et qui sait jouer au foot aussi? Bien sûr, c'est important. C'est vrai que. Ça manque à l'OM? Ça manque un petit peu à l'OM, et quand on avait cette maîtrise-là, les premiers matchs où ça tournait plutôt bien, c'est parce que l'OM allait chercher très haut et presser très haut. Donc forcément, l'équipe adverse avait du mal à ressortir et on récupérait ce ballon beaucoup plus haut. Là, Auxerre, j'ai rien vu mettre en place. C'est-à-dire qu'on a notamment 2 attaquants qui auraient pu déclencher quelque chose, en ayant Murillo et Garcia plus haut pour aller chercher aussi sur les côtés. Mais non, on a reculé et on a laissé jouer Auxerre comme si c'était le Real. Donc
Après, les mecs, ils savent jouer au foot aussi. Hein. Bien sûr. Angers, on l'a vu. Hein. Angers, 15e, ils nous ont trimballé en première période. Mieux que le Sporting. Ils nous ont trimballé. C'était vraiment ça. Quoi. Ils ressortaient les ballons, une touche de tout, appui pour le 3e, ça partait dans le dos. C'est une équipe qui joue quand même. Ça joue, ouais. Ben, moi, je connais très bien leur entraîneur. Abdelli, Alexandre Dujeu, avec qui j'ai joué en Corse avec lui à Ajaccio. Et en discutant à la fin, j'ai dit, mais si vous jouez comme ça, le maintien, il sera là. Quoi. Si tu viens jouer au Vélodrome comme ça, donc voilà. Donc après, c'est ce manque de pressing, d'impact qu'on devrait mettre. Je veux dire, ça y était au départ et là, ça y est plus. C'est vrai que sur le pressing... Justement, je t'interromps. On va parler des choix de l'entraîneur. Est-ce qu'on a la vidéo de Roberto De Zerbi sur les choix des joueurs? Est-ce qu'on l'a, Yacine? Est-ce qu'on l'a, Samantha? La vidéo des choix, justement, il explique et justifie ses choix. Il dit, je voulais mettre 2 attaquants, donc Aubameyang et Vaz, et ensuite il dit, au milieu de terrain, j'ai voulu quand même partir avec une défense plus solide parce que j'avais les 2 de devant. Et on a beaucoup de joueurs blessés. Je voulais quand même sécuriser le match. Voilà ce que dit Roberto De Zerbi. Il parle beaucoup des blessés. Il dit qu'on a des blessés et pas mineurs. T'en parlais toi, Becca. Est-ce qu'il se cache derrière ça ou parce que est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait 2 attaquants comme moi j'ai vu Aubame et Vaz devant, mais j'ai vu aucune passe en profondeur, j'ai vu aucune fois aucun gelon pour les chercher. Enfin, je sais pas. Il y a de ça et puis. Peut-être qu'il y a des joueurs après qui n'ont pas écouté les consignes, mais. C'est possible aussi. Vaz quand il rentre en jeu. Aller de l'avant, tu vois. Vaz quand il rentre en jeu est dangereux quand il est dans l'axe. Je sais pas pourquoi à un moment donné tu vois Vaz sur le côté. C'est comme l'autre fois tu vois Murillo intérieur. C'est pas des joueurs qui sont faits pour ça. Donc laisse-les s'exprimer dans ce qu'ils font de mieux. Moi Vaz côté, je sais pas, je suis pas trop fan quoi. Au niveau des appels, etc. Même si. Des fois, parce qu'ils lui mettent des beaux, après, là, c'est parce qu'il a voulu. Quand même des beaux tampons, hein, parce qu'ils savent qu'il est jeune. Après, là, il joue à 2 dans la Fabien, quand tu es un jeune joueur en face, il va falloir qu'il apprenne à garder son ballon, être un peu plus solide, dos au but. Je trouve qu'il glisse trop facilement, il tombe trop facilement. Alors attention, on parle d'un jeune joueur, qui a un apprentissage encore, même s'il est pro, mais voilà, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que je trouve, ce qui est bizarre, c'est que je trouve que quand il rentre en jeu, il a ce truc d'être décisif et d'être bon dans tout ce qu'il fait de suite. Et par contre, quand il est titulaire, hormis la mi-temps qu'il fait à Metz, où je l'avais trouvé très intéressant, je trouve qu'il a emprunté, qu'il a un peu plus de mal à se faire voir, à se montrer. Alors, je ne sais pas si c'est psychologique le fait de débuter aussi, le match. Hein, moi, je trouve plus les contextes que. Ils sont pas faciles. Les 2 matchs. Il va à Lens face à Baïdou. Mais il bon, entre. après, en fait, quand il entre, à chaque fois, c'est dans des contextes où tu dois chercher la domination, des défenses plus regroupées ou plus fébriles. Havre, Angers qui pousse aussi, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'il joue titulaire dans des matchs. Tu as raison, le côté titulaire remplaçant, mais dans des matchs face à des adversaires qui sont comme lui, frais et qui sont bien costauds, quoi. Tu vois, Lens, je sais pas, moi. Aubame, il a souffert aussi quand il est rentré contre Lens, parce que la charnière, elle était très très costaud. Ouais, très costaud. On parlera d'Aubameyang justement dans quelques secondes. Oui, non, mais là, par rapport à. Ouais, bien sûr. Ça, non, mais justement, après, je vais avancer là. Tu es obligé de tenir compte aussi du fait que quand il rentre contre le Havre ou contre Angers, ou je sais plus contre qui, au Vélodrome, un peu plus tôt dans la saison, qui font basculer le match avec Nadir et tout, là, qu'il y a de la fatigue physique en face. Parce qu'en face, à Cavaler, c'est des équipes qu'on a fait quand même courir parce qu'ils n'avaient pas trop la possession. Oui. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Et sur un jeune joueur comme ça, frais, plein de spontanéité, qui court beaucoup, en face, les mecs, ils ont couru pendant 1 heure, il leur reste une demi-heure. Déjà, ils ont un peu moins d'essence dans le moteur. On va afficher les XG justement, mais là c'est sur les 5 derniers matchs pour dire à quel point c'est un peu compliqué. Alors sur toute la saison, Nassuf, tu m'as mis sur les XG, tu m'as bien mis 0,51 XG depuis toute la saison. Et là sur les 4 derniers matchs, c'est 1,17. Donc en soi, l'OM n'a pas des gros expected goals depuis le début. Tu es inversé, dis-moi si tu veux. Non, pour moi c'est ça. Depuis le début de saison, ça tourne entre 1. Voilà, c'est une moyenne de 1 but marqué. C'est pratiquement la meilleure attaque de Ligue 1, l'OM. Donc c'est la meilleure attaque. Ouais, c'est la meilleure attaque. Hein. C'est plus. C'est la meilleure attaque. Tu devrais en parler mieux. Même au niveau du goal average, c'est le réalisme du coup. Le réalisme, t'as pas beaucoup d'actions et tu marques. Le réalisme et surtout que l'OM a surtout fait souvent la différence en fin de match aussi. Sur des matchs, notamment le Havre ou je ne sais plus quel match, mais c'est vrai qu'on a, le PFC, on a beaucoup vraiment. Alors, je dis pas qu'on a souffert le match, mais c'était plutôt équilibré. Rappelez-vous le Havre aussi, c'était, on n'a pas maîtrisé, on leur en met 6 à la fin et c'est vrai que ça peut tromper aussi.
Ouais. Les gars, le classement qui va s'afficher, l'Olympique de Marseille, donc deuxième de Ligue 1 avec 22 points. Premier leader, le PSG avec 24 points. Et talonne l'Olympique de Marseille, le RC Lens qui a gagné 3-0 face à Lorient ce week-end. Lille qui s'est imposé aussi est juste derrière avec 20 points. Monaco suit et l'Olympique Lyonnais qui a arraché ce match nul, 0-0. Après un carton rouge, belle première performance d'Atebor. Ouais. Ah mais rouge clignotant. En plus, c'est marrant. Il y a Tolisso qui parle à l'arbitre qui va demander des explications. J'ai juste envie de lui dire pas voir la vidéo et tais-toi. Tolisso qui a passé 1h30 au sol. Ouais, c'est pour ça que je demandais des nouvelles de Tolisso. Tolisso, on le sait. J'aime bien le joueur, mais on sait que waouh. Quand il est dans ton club, je pense que tu le kiffes. Mais contre toi, il doit te faire craquer, Tolisso. Là, c'est vrai que sur le match contre Brest, je crois qu'il est 67 fois par terre. Ah ouais. Incroyable. Une stat opta. Les gars, rapidement, une vidéo parce que vous avez été, je trouve... Vous avez envoyé sur Roberto De Zerbi, surtout toi, Chérif, regardez ce qu'il disait juste après la rencontre en conférence de presse. Regardez ce qu'il disait justement à un journaliste. Regardez. Per fortuna che abbiamo vinto, Heureusement qu'on a gagné, hein. Perché sennò c'erano i fucili qua stasera. Sinon, vous m'auriez fusillé ici. Moi, j'ai des fusils. Même avec la victoire. Voilà. Heureusement qu'on a gagné, mais il aurait dû mettre B pour Shérif. Elle est excellente, celle-là. Elle est excellente. Ouais, bah après, c'est le jeu de la com aussi. Bien, mais... Moi, j'aime bien. Moi, oui, ouais. non. Moi, il te donne quelque chose en conf. Je trouve plutôt bien Roberto De Zerbi. On voit que c'est quelqu'un qui aime expliquer ses choix, qui aime expliquer un peu ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Ça coupe un petit peu avec notamment les Tudor qu'on avait eu ou les Sampaoli. Mais non, c'est agréable d'avoir des coachs qui veulent un peu expliquer ce qu'ils pensent et sans trop de langue de bois, on va dire. Des fois, il en fait un petit peu, mais après, dans l'ensemble, c'est le jeu. Il y a un commentaire d'Azir qui vous passe le bonjour. Azir Saïd Mohamedchek, et il dit les XG, c'est des stats pour les fous de football, pour les hipsters du foot, comme Shérif. Voilà, nous ça, les XG. Maintenant, c'est dans le langage commun. Bon, on va passer à la partie 2, l'instant vérité. Partie 2, l'instant vérité. L'instant vérité avec Belmel Karbadji autour de la table, casquette militaire. J'hésite entre MacGyver et Jack Bauer parce que je vous jure, il est toujours dans les. Mac Bauer. Il est toujours dans les bouchons, toujours il y a du bruit autour de lui. Attends, je te mets sur haut-parleur. Sur le scooter. Becca, ta vérité, c'est Aubameyang va revenir en forme contre l'Atalanta. C'est pas il doit, c'est pas il peut, c'est il va. Pour toi, Aubameyang va se relancer ce mercredi face au club italien. Ouais, je pense que ses dernières prestations doivent peser dans sa tête aussi. On se rappelle de son premier passage au club où c'était assez compliqué, où il avait mal vécu les sifflets. Il disait que sa famille aussi avait mal vécu les sifflets à l'époque. Et il se relance contre l'Ajax. Tu le sens un peu revanchard, pas autant souriant qu'il peut l'être là au quotidien. Et là, sur ces derniers matchs, c'est quand même assez compliqué. Alors, on parlait de son entrée en jeu face à Lens. Il aurait pu être décisif, plus décisif sur des matchs importants. Il y a eu un face-à-face contre Angers aussi. Ouais, même là, Auxerre, il a une volée qui peut un peu mieux gérer, je pense. Ouais, voilà. Et en fait, je le classe dans la catégorie des grands joueurs. Pas des très grands joueurs, mais il a quand même une grosse carrière, Aubameyang. Et je pense que les joueurs comme ça, qui ont une carrière, ils ont un ego. La première fois, ça l'avait vexé, les sifflets, les critiques, etc. Et plutôt que de se renfermer sur lui-même, sa deuxième partie de saison, elle est quand même très, très, très bonne. Et là, sur ces derniers matchs, je sens qu'il va être revanchard, parce que je me rappelle de ses larmes face à l'Atalanta. Quand l'homme est perdu au match retour, c'était assez violent. C'était une demi-finale d'Europa League quand même. Et l'image était quand même assez marquante que ce joueur, avec la carrière qu'il avait, verse autant de larmes, soit autant triste, surtout qu'ensuite il part. Bon, là, il est revenu. Tu sens qu'il insuffle quand même de la bonne humeur auprès de ses coéquipiers, les chambreurs, etc. Mais ce manque d'efficacité... Et je pense qu'il aimerait amener plus dans ce vestiaire. Mais là, au niveau sportif, tu sens qu'il a altruisme. Parce que la dernière fois, il donne un ballon à Vaz, il aurait pu la tenter lui-même. Et tu sens que ça lui a fait plaisir et qu'il a pris le petit Vaz sous son aile. Mais ce qu'on on voit en tant que spectateur ou de supporter, lui doit le ressentir et lui doit gamberger. Et je pense qu'il va être très, très revanchard. Et
quel meilleur match que celui face à l'Atalanta pour se relancer. Il va se relancer ou pas, Oui, Fabien Laurenti? je suis d'accord parce qu'Oba, c'est un top joueur. Et c'est un champion, et surtout c'est un buteur. Et les buteurs, ils n'oublient pas le sens du but. Ça part pas comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'il est dans une mauvaise période due aussi à l'équipe. Ça tourne moins bien, donc il a moins de ballons. Effectivement, il a eu des occasions, notamment celle à Angers, il fait le plus dur, il fait le crochet et il cadre pas. Mais je suis convaincu qu'il marquera encore énormément de buts, et je suis convaincu qu'il va rebondir, c'est certain. Ouais, il est exigeant, hein. En plus tu vois qu'il est pas bien en ce moment, que ça le travaille quand il rate. Après contre Angers, il avait quand même bien bossé, même s'il n'y a pas cette finition là. Il a bien travaillé quand même dans le match pour le collectif. Mais c'est vrai que c'est un grand buteur. Souvent, moi j'avais dit il va marquer à Auxerre. Moi j'avais dit il a raté contre Angers, il marquera à Auxerre. Il n'a pas marqué. Mais c'est vrai que c'est ce genre de joueur-là où tu sais que quand il en rate une, ça reste dans sa tête, qu'il va bosser 2 fois plus pour rebondir derrière et justement être important pour l'équipe. C'est ce qu'il avait fait lors de son premier passage. C'est toujours un joueur important pour nous et c'est vrai qu'il fait partie de la race des grands joueurs quand même. Donc on attend une réaction quand même. Mais en tout cas, on l'attend contre l'Atalanta. Hein. Tu attends assez vivement cette réaction. On a les stats qui vont s'afficher de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc en Ligue 1, c'est 9 matchs, 3 buts et 3 passes décisives. En Ligue des Champions, 3 matchs, 1 but, 3 passes décisives. Et surtout, il n'a pas marqué depuis plus d'un mois. Son dernier but, c'était le 30 septembre face à ton avis, vous l'avez ou pas? J'ai plus. Face à l'Ajax. Ouais. C'est un mois, on se dit ça va, mais ça représente 6 matchs sans marquer. Et surtout, il y a la puissance de l'image, les gars. Moi, sur les occasions qu'il rate, celles qui m'ont dessus. Si on remonte toute la saison, il y a celle face au Real, face à Paris, ok, mais entre-temps, il marque. Mais surtout, là, sur les dernières, c'est vraiment des occasions isolées. Il est seul, il y a le gardien. C'est pas des occasions. Celle d'Auxerre, il se l'amène pas bien, il est sous pression. Mais vas-y. Le défenseur défend très bien au Auxerre. Je sais pas si vous avez vu le ralenti. Au dernier moment, il touche juste le ballon, juste ce qu'il faut pour qu'Obama justement se déchire. Donc, c'est là Auxerre est difficile. Franchement, c'est Auxerre. Il n'a pas trop de chance parce que le défenseur, vraiment, juste au dernier moment avant sa frappe, il touche un petit peu le ballon et ça. Vas-y, Sherif. Je pensais à Auxerre qu'il allait y aller, qu'il allait plus revenir. Le défenseur, qu'il allait positionner un peu son corps, un peu plus de 3/4, pour lui fermer un peu le côté si tu me touches à penalty et de la prendre un peu de volée vraiment un peu face au gardien. Mais c'est vrai qu'il revient très 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 bien. Je crois que c'est Diomandé qui revient et c'est vrai que après c'est pas facile. Les gars, on a tout dit sur Aubameyang. On attend mercredi. Ouais, moi je pense que les supporters attendent de te voir en cas s'il marque pas, je te le dis. C'est pas grave. Ça fait longtemps qu'il n'a plus fait des contours et tout. Et ça manque là. Tu sais, le mec qui mélange tout, ça manque là, un peu de dégaine, un peu de flow. Non, mais il met sa tête en ce moment. Il a un petit. Ouais, mais ça, je suis pas fan. Ah, là, t'es pas fan? Tu préfères quoi, toi? Il se bat. Qu'il nous concocte un truc là, mais il se bat pas. Il est reparti. Il est parti en Turquie, Aubameyang. Ouais, je sais, mais là, il se rebat contre la Calva. Arrête, ça revient? Je sais pas. Arrête. Ça revient, tu penses? Je crois que Gervinho, il est pas loin. Il y a une garantie. Et un service après-vente. Tu repars en Turquie? Tu dis les frères, ça ne tenue même pas une saison. Les gars, je suis désolé. Bah allez. Oh. J'ai touché un truc, c'est bon, pardon. Tu veux revenir sur ça ou... Non, c'est parfait. On mélange tout ici. Ouais, ça va. Et le pire, ils vont reprendre l'extrait. Les gens, j'entends plus que ce que je dis, j'ai touché le micro là. Ouais, les gens vont entendre ça, vont se dire, mais c'est quoi, c'est fou. Bref, partie 3, l'invité. Partie 3, interview de l'invité. Fabien Laurenti est avec nous. Déjà, c'est un plaisir, j'ai envie de t'applaudir, mon Fabien. C'est gentil. Vraiment, Fabien, quand même. On parle d'un joueur qui a plus de 200 matchs en pro. Combien à ton avis? On fait un petit. Combien de matchs en professionnel? Je vais vous le dire, je le sais même pas moi. 230, t'es pas loin. Ouais, pareil, 220, 230. Il a quand même beaucoup joué à Lens. Viens, on bascule sur un C+, ou C-. Allez, vas-y. Vas-y, attends, vas-y. Combien 240. C'est moins. Vas-y, 235. C'est moins. 220. Tu as le droit de jouer ce matin. 210. 210. C'est plus. 225. C'est plus. 227. Voilà, t'as pas été 227 matchs professionnels, Fabien Laurenti. Je le savais même pas. Le lot. Préparez-moi le lot, s'il vous plaît. Là, arrive comme ça. Bon, on va revenir sur ta carrière et les clubs que tu as fait. Tu as fait 3 ans, en fait, 2 ans à l'Olympique de Marseille. La 3e année, tu quittes l'OM. En janvier, tu pars à l'AC Ajaccio où tu fais 4 saisons. Ensuite, 3 saisons à Lens et Stade Brestois.
Ensuite, je suis Arles-Avignon. prêté 6 mois. T'es prêté 6 mois au Stade Brestois. Arles-Avignon, et tu finis ta carrière par Le Pontet et Consola en 2014-2015 pour Consola, pendant que ta fiche se met en stade. Fabio Laurenti, déjà, t'es né à Marseille, t'es Marseillais, qui a quand même joué à l'OM. Tu retiens quoi? La fierté d'avoir joué pour ton club de cœur, ou t'as des regrets de ne pas t'être imposé plus sur la durée? T'as fait 20 matchs à l'OM. Non, une réelle fierté d'avoir pu porter le maillot blanc au Vélodrome, ça c'est certain. C'était, je pense que c'est pas une bêtise de dire que c'est le rêve de tout gamin qui joue au foot, et surtout ici à Marseille. Donc cette fierté-là, après oui, forcément, j'aurais aimé faire plus de matchs, faire des saisons pleines. Après, il faut avoir le recul aussi de se demander est-ce que j'avais le niveau pour l'OM aussi, tout simplement. Peut-être pas, parce que l'OM c'est un club exigeant. L'OM, il faut être vraiment au top, et puis peut-être que moi à l'époque je l'étais pas aussi, j'ai pas fait peut-être ce qu'il faut pour l'être, donc voilà, ça c'est aussi une vérité, mais je regrette pas, parce que j'ai passé 2 ans et ça reste des souvenirs pour moi. Mon premier match au Vélodrome, les saisons qu'on a fait, la qualif en Ligue des Champions, la Ligue des Champions avec des matchs au Real, tout ça, ça reste des souvenirs incroyables, et surtout porter le maillot blanc, voilà, au Vélodrome, c'est quelque chose d'incroyable, quoi, tout simplement. C'est quoi justement pour un Marseillais de jouer à l'OM en plus de jouer la Ligue des Champions? J'y arrive même pas, même à le rêver, je le rêve même plus là. Tu vois, donc, alors, j'ai été dans le groupe, mais j'ai pas eu la chance de jouer. J'étais sur le banc, mais j'ai pas eu la chance de rentrer. J'étais sur le banc sur les 6 matchs, mais j'ai pas eu la chance de rentrer. Mais c'est pas grave, j'ai touché de près ce qui était le haut niveau. Et croyez-moi, c'était le haut niveau, parce que quand on reprend un petit peu l'équipe du Real de l'époque, les Galactiques, c'était que des internationaux, et c'était que des monstres, quoi. Donc il y avait Roberto Casillas, Carlos, Zidane, Beckham, c'est ça, Figo, Ronaldo, Raoul, bon voilà, donc c'était assez incroyable. Et là on se rend compte vraiment la différence entre le niveau international et puis nous, en fait, c'est notre sport. Ah ouais? Oui, clairement. Dans quoi les Galactiques t'ont impressionné? Dans tout, dans la technique, il n'y avait pas un contrôle qui déplaçait, c'était top, tactiquement c'était top, physiquement c'était incroyable, donc voilà, c'était vraiment du haut niveau, et puis de voir notre Zizou comme ça, de si près, voilà, c'est tout simplement incroyable. Donc voilà, on comprend vraiment ce que c'est vraiment le niveau international, et on comprend l'écart qu'il y a justement entre ces joueurs-là et nous, même si moi à l'époque j'étais vraiment jeune joueur, mais c'est pas grave, on se rend compte vraiment de cet impact-là. Tu parles de Zidane, justement, est-ce que c'est un cliché? Parce que Zidane revient toujours dans le débat. Pour nous, Zidane, il n'y a pas de débat, mais il y a des fois des petits débats qui reviennent à Zidane avec l'intensité d'aujourd'hui. Il n'aurait pas pu s'imposer. Quand toi, tu as vu Zidane, tu l'as vu L'intensité, il allait très très vite, déjà, Zidane, et il se serait adapté sans problème. Mais puis il avait une telle vista, une telle technique qu'il n'avait peut-être pas besoin de courir comme les autres aussi. Donc non, moi c'était un joueur incroyable, et il est marseillais. Dommage qu'il n'a pas joué à l'OM, mais pour moi ça a été un, je vais le dire, de mes idoles, clairement, parce que pour moi il a révolutionné le football à travers ses gestes, sa vista et ses buts. Donc non, c'était un superbe souvenir. Ton passage à l'OM, tu parlais justement de la fin. La fin, c'est Habib Beye qui fait partie des joueurs qui jouent avec toi la concurrence. Et c'est lui, du coup, qui te barre la route, clairement, avec Scassel aussi. C'est plus Habib Beye, mais comment toi tu l'as pris? Est-ce que quand on est joueur, on se dit... Purée, lui, il me prend la place. Est-ce qu'on crée une inimitié envers le joueur? Est-ce que, même au long de sa carrière maintenant, est-ce que tu t'entends avec lui? Est-ce que ça ajoute? Je m'entends très bien avec lui. On s'est vu pour Rennes la saison dernière. On s'est pris dans les bras, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Non, on n'est pas là avec avoir de l'animosité. La concurrence fait partie du foot. Il faut savoir s'en servir. Au contraire, si on tombe dans le truc de se dire il est meilleur que moi en ce moment, c'est fini, je l'aime pas, je vais pas jouer, on a tout faux. Donc non, clairement, il faut se servir de ça. Après, moi, j'étais vraiment un jeune joueur, et puis j'étais à l'OM, et c'est surtout ça le truc, c'est qu'à Marseille, on n'a pas le temps, on ne te laisse pas le temps, il faut être bon de suite. Et si tu n'es pas bon de suite, c'est terminé pour toi. Donc j'ai pu faire quelques matchs, j'ai pu essayer de montrer ce que je valais. Et puis après, je suis parti parce que je ne jouais plus, voilà, tout simplement. Justement, tu es parti à l'AC Ajaccio, 112 matchs, c'est bon, tu trouves ton rythme avec le club corse. Exactement, je suis content parce que ça m'a permis justement de jouer, tout simplement, de faire mes armes et mes gammes. Et j'ai appris là-bas un petit peu entouré de joueurs d'expérience comme
Frédéric Danjou, tous ces joueurs-là, Nenad Zodic aussi, qui avait un vécu. Donc voilà, ça m'a permis aussi de grandir et puis de faire mes armes et de jouer. Donc après, c'est clair qu'à partir de ce moment-là, de jouer en Ligue 1 comme ça, régulièrement, ça aide. Et puis à partir de là, on s'envole un petit peu. Ouais. Tu t'envoles, 3 ans au club de Lens. L'OM, la ferveur des supporters est quasi la même. Je veux dire, on en avait, moi j'ai des souvenirs aux entraînements, on avait toujours 100-150 personnes qui venaient nous voir chaque jour. Les mêmes, ils attendent le samedi pour aller voir jouer Lens. Lens, c'est une ville de 25 000 habitants, et on faisait 40 000 au stade, donc voilà, c'est vraiment une ferveur qui est incroyable. Les gens sont d'une gentillesse aussi rare, et puis le club, c'est un super club. Voilà, c'est un super club. Où malheureusement ça se passe pas très bien pour moi parce que la première année on descend en Ligue 2 avec une équipe et des joueurs incroyables et parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et il y avait Giroud à l'époque qui avait été un entraîneur et ça se passe pas très bien et quoi, 2 matchs, un match, il fait 3-4 matchs et après il nous quitte après Auxerre. Et après il y a Jean-Pierre Papin qui signe avec Daniel Leclerc. Donc ils étaient tous les deux à la tête de l'équipe, mais tous les deux ça passait pas du tout. Donc en fait c'était très très compliqué et on a vécu beaucoup de soucis en interne. Et puis après on perd la finale de la Coupe de la Ligue aussi contre le PSG au Stade de France. Et là c'est un truc qui nous fait mal parce que je pense que si on la gagne on se sauve. Mais on n'a pas eu de réussite, pas eu de chance et parce que malheureusement on avait une équipe franchement de fou. Quand je revois les joueurs qu'il y avait et tout, je me dis mais comment on a pu descendre. Malheureusement, des fois, quand les choses sont contre vous, c'est comme ça. Mais ça a été un petit peu un traumatisme parce que le Racing n'a rien à faire en Ligue 2 et ça a été un moment vraiment très, très, très compliqué à gérer, ouais, vraiment. Est-ce que tu te rappelles de cette affiche? C'était le 20 septembre 2009. On va écouter ta réaction à la fin du match. Là, c'est de Fabien Laurenti avec du poids dans le vestiaire. On va l'écouter. Je pense qu'il va falloir grandir un petit peu dans nos têtes. Savoir que les points sont chers et puis on le sait parce que malheureusement il y a 2 ans on a vécu une saison terrible et on sait que quand on tient 3 points, quand on a la chance d'avoir 3 points en main comme ça, il faut vraiment tout donner et c'est ce qui n'a pas été fait ce soir. Donc vite se remettre dans le bain et j'espère simplement que ce genre de choses n'arrivera plus. Un petit coup de gueule là, j'espère que ce genre de choses n'arrivera plus. C'était quelle affiche à ton avis? On avait dû faire un match de merde. Non, tu te fais égaliser à la dernière minute par un ancien champion du monde. Ah oui, c'est contre l'OM. Non. Parce qu'il y a... Ouverture du score de Boukari sur un centre de Johan Demont. Pardon. 20 septembre 2009, 1 partout, égalisation à la 94e minute de jeu, défenseur central, champion du monde. Les gars, du champion du monde 2018. Tu vois le match, rappelle le match? Justement, c'est la fiche qu'il faut trouver. Il essaie de me berner, c'est un fou. Champion du monde, défenseur central. Qui a marqué? Le bœuf. Il n'y en a pas. En 2018, les gars. Il rentre pas, un indice, il rentre pas. Il rentre jamais, il joue jamais. Adil Rami. Adil Rami. Il met une tête et il lobe notre ami Vedran Rougneux. Et du coup, tu sors du match et là, tu dis c'est pas possible de se faire égaliser à la fin. Le derby du Nord. T'avais un petit coup de sang. Bah oui. Lens, Lille, 1 partout. Ouais, égalisation d'Adil Rami. Ouais. Je l'avais effacé celui-là de ma mémoire, mais tu vois, tu m'as remis un coup. Et justement, on va continuer. On va dormir avec le sbeul à cause de ça. Je vais mal dormir ce soir. Le marquage, en plus, je l'avais dit. Toi, tu ressens. Il va le rappeler ce soir, il va rappeler ses anciens joueurs, il va envoyer un message. Le 20 septembre, tu m'as bien lu. Il y a Johan Demont sur le marquage avec je sais plus qui. Bon, on va parler de ta parenthèse en bleu en équipe de France en U21. Tu as joué 2 matchs, tu as fait plusieurs convocations, mais tu as joué 2 matchs en U21, dont un match de qualification face à l'Israël. Victoire 2-0. Qui était le sélectionneur en 2004 de l'équipe de France U21 Espoir? Oui. Sylvain Ripoll. Là, il a tellement fait longtemps, Sylvain Ripoll, que j'ai l'impression depuis 2000, il a un espoir. Le fameux Raymond Domenech. Le grand. C'est quoi d'être entraîné par Raymond Domenech? C'est comment? C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible parce que non mais clairement après c'est pas un secret ce que je vais dire parce que tout le monde le sait, mais c'est un entraîneur qui faisait beaucoup les compositions en fonction des signes astrologiques. Ah, ça c'est vrai ça? Ah c'est vrai, bien sûr c'est vrai, c'est véridique.
Donc bon, si on avait la chance de ne pas avoir le bon signe astrologique. Poisson, 3e des camps. Allez hop, tu pas dans le groupe ce week-end. Ce que je vous raconte, c'est vrai, les gars. C'est pas des blagues. À quel point c'est médiocre tactiquement, techniquement, les entraînements, les séances. Puis certains, surtout sur la gestion du groupe, tes joueurs ils te prennent pas au sérieux, donc c'était vraiment très très compliqué. Et il axait beaucoup ses causeries sur ça, sur l'astrologie, sur les copains, les partenaires, bon bref, enfin, c'était assez space, mais voilà, ça m'a suffi comme expérience, c'était pas terrible. Ouais. Et apparemment, je suis pas le seul à penser ça. Oui. Ah ben j'imagine. T'as joué notamment avec de bons joueurs autour de lui. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la génération qui jouait en 2004 ce match? Alors t'avais Nicolas Pinto au but dans cette composition d'équipe. Je vous jure les gars, il y a 6 défenseurs sur la composition d'équipe. Il y a Gaël Givet, Sylvain Mansoro, Grégory Bourillon, Patrice Evra, t'as joué Patrice Evra, toi, donc Fabien Laurenti, Bernard Mendy, je sais pas comment il joue. Ah, mais si c'était les taureaux ascendants. Oui, c'est ça. Oui. Et ensuite, Alou Diarra, Sinama Pongo. Alou Diarra, je suis seul au milieu de terrain. Il me dit, bon voilà, tu gères tout, je te jure. Milieu de terrain, Alou Diarra, c'est tout, il y a marqué sur Transfermarkt. Et attaquant. Il a mis un gardien avant-centre parce qu'il est balance. Tu balances, toi. Je te sens bien. Pleine lune ce week-end, tu vas voir. Les adjoints, j'imagine les adjoints, tu sais, qui ont passé tous les diplômes, ils viennent du monde amateur, ça fait 15 ans ils sont là, ils ont travaillé toute la semaine, ils lui disent non, écoute, pleine lune ce week-end, tu vas me le mettre devant celui-là. Non mais Raymond, c'est un latéral. Non, écoute-moi bien, tu vas voir. C'est le kiff. Ah, c'est chaud. Et devant Sinama Pongo, Abiba Mogo et Anthony Le Talec. Je voulais revenir justement sur ce côté-là. On parlait de Raymond Domenech qui a fait quand même 20 ans à la FFF, on va même voir plus parce qu'il était encore sous contrat. Après, ils ont cherché la. Je crois qu'il n'est pas à l'UNECATF maintenant. Donc Raymond Domenech, la FFF. Je reviens sur ça. Pourquoi? Parce qu'en 2020, lors de la période du Covid, j'ai regardé une interview. Tu as annoncé vouloir passer tes diplômes d'entraîneur. À ce moment-là, tu entraînais au club d'Aubagne FC. Là, t'en es où? Est-ce que tu y penses encore? Est-ce que tu te dis que voilà, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse d'entraîner? Ça m'a intéressé. J'ai passé les diplômes, le BEF, et ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Ça m'intéresse plus du tout parce que j'ai pas du tout adhéré, j'ai pas du tout collé au diplôme et à ce qu'ils proposaient en fait. C'est-à-dire que grosso modo, si t'es pas informaticien, aujourd'hui tu peux pas être entraîneur de football. Tout simplement. Trop de charges au niveau de la paperasse, des séances? Non, c'est que sur l'ordinateur. Il faut savoir faire des PowerPoint, il faut savoir faire des trucs, il faut savoir gérer ça. Il faut faire toutes les séances sur l'ordinateur. C'est pas ce que je recherche moi vraiment précisément dans le foot. Ouais, si j'aurais voulu me servir. Pas dans tes retranchements, sur ta réflexion, sur des concepts tactiques, sur comment entraîner. C'est vrai que c'est problématique. Voilà, donc moi, c'était pas ma vision des choses, c'était pas ma façon de voir. Je suis un petit peu de l'ancienne école. Après, moi, je veux bien qu'on avance avec notre temps, mais voilà, aujourd'hui, si tu maîtrises pas un ordinateur, tu peux pas entraîner au football. Tu as 200 matchs professionnels. C'est quel équivalence, Shérif? 227. 227. T'as trouvé le bon, garde-le. Merci, Shérif. N'oublie pas 7 matchs quand même. Les 7, je les prends, moi, je te le dis. Ah ouais. Les 7, c'est bon. Oui, je prends. Vas-y, plus 2, 3, 7, on arrête là. Non, mais c'est vrai, Shérif, 227 matchs, donc c'était l'équivalent de quoi tu passais? C'était le BEPF, c'était le BEF. BEF, voilà, BEF, pour entraîner. Et là, du coup, t'entraînes plus, ça t'a... Non, après, j'ai plus le temps aussi, parce que je m'occupe de la Champions Cup. Donc ça me prend énormément de temps et pour entraîner, il faut avoir du temps, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a pas plu, ça m'a pas mis dedans et je pensais que c'était autre chose, je recherchais vraiment autre chose et ça m'a pas plu, ben voilà, tout simplement. Mais après, c'est quelque chose que j'ai essayé, qui m'a plu sur le moment, mais après avec ces diplômes-là, ça m'a vraiment... Et ton expérience avec les petits, tu as kiffé? Ouais, top, oui. Après, être sur le terrain, moi, ça me plaît. Après, je le suis un petit peu avec la Champions Cup, donc c'est quelque chose que j'ai encore. Mais oui, ça m'a plu parce que transmettre comme ça aux enfants son expérience pro, c'est toujours intéressant. Et puis, j'avais les U11 à l'époque, donc les U11, ça reste encore un âge un petit peu insouciant où ils ont quand même encore le plaisir de jouer vraiment. Ils parlent vraiment que de foot. Au plus on s'avance vers les catégories seniors, au plus c'est compliqué. Mais voilà, c'était le bon créneau et voilà, avec les enfants, c'est toujours le top. Merci Fabien pour ce moment. On va passer à la partie 4 et merci pour ta franchise. Franc-parler, comme ça, t'as envoyé, frère. Toujours. Sur Domenech, t'as réveillé des gens devant sur leur canapé. Allez, partie 4. Il y a des pastilles. Droite au but.
partie 4, droit au but. Match dans 2 jours, 4e journée de phase régulière de Ligue des Champions, OM, Atalanta, Bergame. Ce match, on va regarder rapidement les statistiques de l'Atalanta. Alors, pas de victoire sur les 6 derniers matchs, très compliqué. Donc c'est 5 nuls. Et une défaite, 1-0 ce week-end, ce samedi à Udine, face à l'Udinese. L'Atalanta qui n'est pas dans le coup en ce moment. Est-ce que victoire obligatoire de l'Olympique de Marseille? On va voir la composition probable de l'Atalanta qui s'affiche. Et après, je vais vous laisser donner votre avis. C'est Karnezeki dans les buts habituels, Kosunu avec Hein et Jim City. Ça fait 8 ans qu'il est au club Jim City. Ouais. À droite, ça sera Belanova. Dans l'axe, Ederson, Pasalic. À gauche, Zappacosta. J'allais dire, il y a encore Zappacosta aussi. Ouais, il y a encore Zappacosta. Il fait toujours le même geste, intérieur et il centre. Mais n'importe où il est, il centre. Et ensuite, les 3 devant, donc probablement Lookman, Souleymana et Samardzic. On verra avec Kristovic et Scalvini. Scalvini est absent ainsi que notre ami Michel Bakker. Donc voilà pour cette composition d'équipe de l'Atalanta. Vous avez donné vos compositions d'équipe du côté de l'OM et Fabien réagira sur ça. On fait très rapide, après on laissera Idriss qui a préparé une magnifique chronique sur Andoum. Donc rapidement, la composition d'équipe de Sheriff. Toi Sheriff, tu nous as mis un 4-3-3, donc avec Rouli, Balerdi dans l'axe, avec Aguerd à gauche, Ulysse Garcia. À droite, Murillo. Ouais, j'ai étonné. Je l'accepte. Dans l'axe, je l'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Comme Michael Højbjerg, Vermeeren, Nadir, Pachao, Aubameyang, Greenwood. Les gars, vous nous dites sur internet si vous êtes d'accord avec ces compositions d'équipe. Donc ça, c'est la composition d'équipe de Sheriff. On va faire un tour de table vraiment très rapide. Je suis désolé, on n'a pas le temps. On poursuivra quelque part, mais pas ici. En tout cas, rapidement, victoire obligatoire face à l'Atalanta. On n'a pas la même mansuétude que face au Sporting. Ouais, clairement, victoire obligatoire. Surtout qu'on va enchaîner deux matchs consécutifs à domicile. Donc si on a le bonheur de prendre 6 points, on sera plus très loin de la qualif. Donc là, vraiment, contre l'Atalanta, en plus face à une équipe qui est en plein doute, c'est le moment de les prendre. Donc 3 points obligatoires. Ouais, pareil. Sheriff. Pareil. Je pense que si on avait fait autre chose face au Sporting, j'aurais peut-être dit allez, le nul selon la physionomie du match, mais victoire obligatoire et très très importante. Pareil. Copier-coller. Autant c'était mesuré contre Sporting, je disais qu'un mauvais résultat n'était pas rédhibitoire pour la suite. Autant là, par contre, il y a urgence. Il faut les 3 points en vue de cette qualification. Bon, merci pour vos avis. On va pas finir l'émission. On va accueillir notre ami Idriss Hamada. Venez, on applaudit Idriss avec sa chemise. Même Fabien a dit ouais, j'applaudis. Même Fabien a l'habitude des plateaux. Idriss, tu peux mettre tes écouteurs. Et tu vas nous parler, de la renaissance de l'US Andoum Catalan, club historique marseillais. C'est ça l'origine, l'US Andoum qui a 100 ans et toutes ses dents. Fondé en 1925 par 3 habitants du quartier éponyme dans le 7e arrondissement de Marseille, l'US Andoum fête cette année son centenaire. Longtemps 2e club de la ville, l'US Andoum a connu la 3e division nationale dans les années 90, avec à sa tête un emblématique président qui a marqué le quartier et donné son nom au stade du club, Francis Di Giovanni. Malgré quelques belles années après le décès de M. Di Giovanni en 1998, l'US Andoum a ensuite connu des heures sombres. Avec un point d'orgue, une double descente de National 3 en Régional 2, niveau où l'US Andoum évolue donc depuis 2 ans. Mais cette 100e année a démarré sous le signe de la renaissance pour le club rouge et noir. Une renaissance en dehors des terrains d'abord, avec un nouveau logo et une très belle campagne de communication, orchestrée par Kappa et des figures historiques du quartier autour du club. Et aussi une renaissance sur le terrain. Désormais entraîné par Anthony Bisorgi et mené sur le terrain par les excellents Sami Hadji et Jordan De Sanchi, l'US Andoum a atteint le 5e tour de la Coupe de France et n'a connu qu'une défaite en 6 matchs de championnat. Si l'US Andoum a aujourd'hui perdu de son lustre passé, une belle 100e année pourrait être le meilleur moyen de le retrouver. On va souhaiter ça au club d'Andoum, club historique marseillais. Merci à toi Idriss pour la chronique, merci à vous de nous avoir suivis. Juste un petit mot parce que je suis passé par Andoum, une grosse pensée pour le regretté Didier Wakuboué qui est passé aussi par l'OM et avec qui j'ai joué en cadet. Merci Idriss, merci Bika, merci Sheriff et merci à toi Fabien. Merci à vous les amis. Le patron d'United Radio vient de me dire que tu ressembles à Robert Pires, est-ce qu'on te l'a déjà dit? On me l'a déjà dit, oui, c'est vrai. On me l'a déjà dit, c'est vrai. Je préfère ta carrière à celle de Robert Pires. Je préfère ta carrière. Vraie carrière authentique. Merci Fabien Laurenti qui était avec nous. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter sur Twitch, sur la radio. N'hésitez pas. Passez une bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, ciao. Il est 20h.